Et donc ça ne va pas rater en fait. Guy va retourner voir Roman. Rosemary va un peu se méfier. Alors pas vraiment, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas parce que dès le lendemain, enfin dès la fin de la soirée du dîner, Guy lui dit, je vais retourner le voir demain. Ce Roman, il est très intéressant, très intéressant. Mais il ne lui dit pas ce que Roman a pu lui dire en fait à la fin, pendant qu'elle était à la vaisselle avec Minnie et que lui était avec Roman en train de fumer un cigare. Donc il ne lui dit pas ce que Roman a pu lui dire, mais on comprend que Roman l'a assez bien titillé pour que Guy se dise, attends, il y a de l'avenir là-dedans, il y a un truc, il y a une percée possible. Rosemary ne comprend pas trop, d'autant plus qu'il était réticent au départ à aller passer une soirée avec des vieux, mais il ne comprend pas qu'il ne veuille y retourner. Et donc il va bien sûr y retourner, et c'est ce que je trouvais ironique justement, c'est que c'est à cause de Rosemary qu'ils ont accroché, ou grâce à Rosemary qu'ils ont accroché Guy. Ils sont passés par elle pour l'avoir. Et les attaques ne font que commencer, parce que tandis que Guy va voir Roman, il est hors de question de laisser Rosemary toute seule. Il faut continuer à l'occuper, il faut, voilà. Et c'est là qu'elle approche Laura Louise et Minnie. Alors, Minnie donc débarque pendant que Rosemary est occupée. Elle a mal d'ailleurs, elle a ses règles. Elle voulait se faire une petite soirée détente, posée à la maison toute seule. Et en fait, Minnie débarque avec Laura Louise. Laura Louise qui est un peu le sidekick, qui est un peu la femme de main, ou l'homme de main la plus proche de Minnie dans la secte. Donc elle est là pour servir Minnie en fait. Donc elle est là pour aussi la soutenir, l'appuyer, parce que ce que Minnie va faire, c'est venir occuper Rosemary en parlant. Mais du coup, le fait d'avoir une autre personne aussi qui donne la répartie de temps en temps, qui donne la réplique, ça va permettre en fait que tout cela semble naturel en fait. Et Rosemary n'a pas le choix, elle va venir se joindre à elle en fait. Et on se rappelle d'ailleurs dans la dispute que Minnie avait eu avec Roman à la mort de Terry, en lui disant mais je t'avais dit de ne pas lui dire, je t'avais dit qu'elle ne serait pas ouverte d'esprit. On se rappelle que Roman a fait une objection qu'on n'a pas entendue et que Minnie lui a répondu, et je ne veux surtout pas que tu me dises ce que Laura Louise en a pensé. Je ne veux rien savoir de ce qu'a dit Laura Louise en fait. Et donc voilà, Laura Louise est introduite en fait, c'est une petite dame un peu forte, pareil tout aussi âgée que Roman et Minnie, avec des lunettes un peu rondes. Et très, très bavarde aussi, très pointue, très aiguë, avec une voix un peu, voilà, c'est vraiment la sidekick en fait. Et donc voilà, fichue la soirée pépère de Rosemary, donc en fait elle va devoir venir se poser à côté de ces femmes qui sont en train de tricoter, donc elle les rejoint dans le tricot. Et à un moment en fait, certes Rosemary nous agace comme victime, car c'est presque si on se dit mais qu'elle a choisi ça en fait. Qu'elle demande presque à être utilisée vivant, comme un objet à disposition et qui ne branle rien de sa vie, quoi. Et dans le 2, elle avouera même avoir démissionné, une fois mariée à Guy, qu'elle a démissionné, en fait, qu'elle avait un boulot. Elle ne dit pas en être complètement heureuse, mais elle n'a pas l'air de s'en plaindre non plus. C'était le rôle de la femme, après tout. Et là, c'est littéralement ce qui est en train de se passer à nouveau. C'est littéralement ce qu'on voit là devant nous. C'est une illustration de la chose. Minnie et Laura Louise arrivent à la manipuler, à la sortir de ce qu'elle voulait faire dans son petit programme de branleuse, de toute façon se mettre de la musique et se caler, pour l'amener à tricoter avec elle. Elle proteste à peine, elle pousse un soupir, et s'exécute en fait. On se rend compte du coup que Minnie est très forte dans le forcing, comme ça, et dans la manipulation. Et cette façon de ramener Rosemary à elle, à ce moment-là, je trouvais, dans cette scène en tout cas, la ramener à coudre, à tricoter avec elle, c'est presque symbolique en fait, dans le rôle de mère qui attend Rosemary, dans le rôle de mère qu'elle va avoir en fait, ce rôle passif qu'elle tient dans leur plan, dans les plans de la secte. Et à un moment dans la discussion justement, la voisine, donc Laura Louise, va se trahir en disant à Rosemary, ah mais vous venez d'arriver, mais ça va être génial, vous allez rencontrer les amis de Minnie et de Roman. Et là, elle se reprend. Et donc tout de suite, en fait, en disant les amis de Minnie et de Roman, pas nos amis, mais les amis de Minnie et de Roman, en fait, elle trahit en fait tout de suite l'idée de hiérarchie. Et donc elle a très vite très peur de sa bourde, en fait. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense qu'une des particularités de la secte, c'est sans doute de devoir refiler, enfin les membres doivent refiler un objet à eux, en fait, un objet personnel, au grand maître. C'est qui est une façon pour la secte, ou en tout cas des grands maîtres, de s'assurer la fidélité des fidèles, si on veut, de les tenir en place. Et c'est sans doute ce qui a facilité aussi l'exécution de l'avocate, la vieille Gardigna. Et ce qui explique aussi, du coup, la soumission craintive ici de Minnie, de Laura Louise, pardon, qui du coup s'excuse aussitôt, en fait, voilà, rougit et gêné et essaie de changer de sujet. Du coup, elle a peur, je pense que voilà, il y a un rapport comme ça de soumission et de peur face à Minnie, en fait. Donc on comprend, même si on s'en doutait un peu, mais on comprend vraiment que Roman et Minnie sont bien les maîtres de la secte. Et si le satanisme, on le développera plus tard, mais si le satanisme est vu comme un lien vers le savoir, comme on le présentait tout à l'heure, opposé du coup à l'obscurantisme religieux avec les interdits, tout cela, on peut dire que Minnie et Roman correspondent au profil ici. Minnie serait la connaissance domestique, maîtresse des ragots et du commérage, la mégère par excellence, qui est la banque de données du voisinage. Rentre chez les gens, elle demande le prix des choses, comme on l'a vu chez Rosemary au début. Ses familiers, du coup, donc les familiers, les petites bestioles qui accompagnent, c'est pas forcément des bestioles, mais bon, on va dire les petites bestioles qui accompagnent la sorcière. Ici, ces familiers seraient potentiellement le champignon, et notamment le fameux Tanis root, qui est plutôt une moisissure, mais bon, qui serait, voilà, une sorte de familier, en fait, comme ça, qu'elle contrôle, qui maîtrise, donc l'herbe du diable, un peu, l'épice du diable, on verra plus tard. Et donc, elle distribue comme ça à tout va pour manipuler un peu ses victimes, ou en tout cas avoir une incidence sur elles, ou pour les marquer, et voilà,
Le rôle du Tanis Root n'est pas explicite, mais on peut se l'imaginer. Donc voilà, Minnie, la sorcière domestique, dans ce sens-là. Et Roman, lui, serait du coup l'homme qui a voyagé et qui connaît le monde, en fait. Ce qui a dû jouer sans doute à agrandir ses connaissances et à agrandir également, par la même occasion, le réseau de sa secte. Et ils se complètent bien tous les deux, en fait, Roman et Minnie, quand on y pense. Avides de savoir, ils sont avides de savoir, avides de connaissances, à la fois intimes et familiers, donc pour Minnie, mais aussi large et universel, ou universaliste, hein, si on veut, pour Roman. Et donc pendant cet incident du tricotage, Minnie ne perd pas de temps, en fait. Elle va faire un cadeau elle va faire un cadeau à Rosemary. Elle lui fait cadeau à ce moment-là du collier de Terry, que Rosemary reconnaît, en fait. Elle sait que c'est le collier de Terry et elle est horrifiée par cela. Mais elle ne dit rien, elle accepte quand même poliment. Quand on sait d'où vient cet encens, cette moisissure, donc, enfin, qui sent assez fort, on sent venir aussi la mauvaise augure, en fait, qui commence à planer. Et sans parler du geste inconsidéré que c'est, en fait. Minnie l'a littéralement arraché au cadavre de Terry, alors que Rosemary sait que Terry y tenait. Double raison de la gêner, en fait, d'être mal à l'aise par rapport à ça. Mais non, elle préfère ignorer ce geste inconsidéré, en fait, car elle est toujours polie, hein, c'est ça, Rosemary, au début en tout cas. Elle ne veut surtout pas embarrasser ses hôtes ou s'embarrasser soi-même, ou peu importe, mais voilà, elle accepte ce cadeau. Que Minnie lui fait, mais vraiment sur le côté, comme ça, en discutant tout le temps. Ah bah tiens, j'avais un truc pour toi, tiens, voilà, c'est une herbe Tanis Root, tu peux te la mettre autour du cou. Comme ça, comme si c'était anodin en fait. Alors qu'on sait très bien l'importance que cette herbe va avoir pour l'herboriste déjà, mais surtout pour la secte. Et c'est ça en fait le pouvoir de Minnie. C'est dans la discussion, dans le blabla, elle est volubile en fait, elle enterre tout sous une masse de discussions et rend tout anodin, tout banal. Et en fait, l'atrocité, l'horreur avance à pas sûr. Et tout cela noyé sous... c'est de la poudre aux yeux, en fait. C'est de la poudre aux yeux. Alors ce soir-là, Guy donc, va être travaillé. Donc Roman va bien le travailler. Et en rentrant, il réfléchit, en fait. Il a l'air sombre. On comprend qu'on lui a fait une horrible proposition. Et il l'envisage sérieusement. Et il réfléchit, en fait. Il réfléchit au sale coup qu'il est prêt à faire à sa femme. Dans l'absolu, Guy est certes pourri, mais Rosemary trahit aussi un côté un peu manipulateur. Et faux aussi. Parce que par exemple, on apprend dans le roman qu'elle tente de faire un enfant dans le dos de Guy. Enfin, c'est pas vraiment dans son dos, mais à son insu. Donc elle le trompe un peu sur les bonnes dates, les jours où on peut faire l'amour sans risque, etc. Parce qu'elle veut à tout prix son enfant. Et je ne dis certainement pas que c'est pareil. Hein. Vraiment pas. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que c'est presque ironique en fait. Qu'elle veuille lui faire un enfant en le trompant quelque part. Elle le trompe en le faisant ça. Donc elle lui dit, mais non, mais là on peut faire l'amour, ça ne risque rien. Puis finalement, ah yes, je l'ai bien eu, on a un gosse, maintenant je suis enceinte, voilà. Bah t'es papa, que tu le veuilles ou pas, bah voilà, assume. Donc c'est ce que j'appelle lui faire un enfant dans le dos, mais c'est pas ça l'idée, vraiment, c'est pas la bonne expression bien sûr. Et qu'au final, en fait, bah c'est lui qui va lui faire un enfant dans le dos, avec les diables. Enfin, qui lui fait faire un enfant avec les diables à son insu. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais voilà, en gros, Guy, on lui a proposé, tu veux le succès, bah la secte a le pouvoir de t'offrir ce succès, mais il nous faut ta femme. Et il est en train de l'envisager. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas cette discussion avec Roman. C'est difficile à écrire, j'imagine. Hein, mais comment on en arrive là? Comment dans une discussion on en arrive à écoute, il y a si, on peut faire ça pour toi, etc. Mais par contre, nous, il nous faut quelque chose en échange. Ah ouais, qu'est-ce qu'il vous faut? Il nous faut ta femme. C'est waouh, et Guy qui est là. Ah ouais, mais comment il vous la fout? J'imagine même pas la discussion que. Je disais tout à l'heure que Guy était sombre en rentrant ce soir-là, donc qu'il a l'air hésitant, un peu en train de réfléchir, mais on sent qu'il a déjà un peu tranché. Parce que déjà, il va gronder Rosemary, en fait, qui refuse de mettre le collier de Tanis Root, car il pue. Le collier que Minnie vient de lui offrir. Donc pendant que Minnie et Laura Luz étaient occupés à occuper Rosemary, bah, Guy, du coup, était chez Roman, et donc là, il débarque, il voit le collier en question, et il lui dit, en fait, si tu l'as accepté, tu devrais le mettre. Alors qu'elle lui dit que ça pue. Donc en fait, ce qui prouve que Roman et Minnie se sont déjà mis dans la poche, en fait, ce Guy. Vu qu'il prend leur parti déjà, au mépris de l'inconfort de sa femme. Donc ça y est, il est presque dans le bateau, là. C'est bon. Il faut juste le laisser macérer un coup. Et c'est bien ce qui va se passer parce que Guy va préparer son plan et va donner des billets de théâtre à Rosemary. Il lui prétend qu'il a déjà vu la pièce et il doit se préparer pour une scène. Donc Rosemary va se rendre au théâtre toute seule avec une amie et elles vont dîner après le spectacle. Et quand elle rentre à la maison, elle trouve que l'appartement pue la racine de Tanis. Elle sent la même odeur. Elle se dit, bah c'est mon amulette en fait. C'est moi, mais c'est bizarre quand même, là ça pue bien quoi. Donc elle l'enveloppe dans du papier alu et elle le planque en gros. Et ensuite, ce soir-là, du coup, Guy lui fait l'amour, de manière assez brutale en tout cas, assez énergétique on va dire. Et voilà, elle comprend pas pourquoi il est si excité. On dirait un détail encore une fois, mais comme je disais tout à l'heure, tous les détails ont leur importance dans cette histoire parce que c'est génial en fait. Parce que Guy est bien plus qu'excité en fait. C'est pas seulement le fait de faire l'amour ici, c'est pas seulement sa femme, je veux dire, mais il a fait le deal avec les Castavetes. Il vient de le faire. Alors autant je ne comprends pas pourquoi l'appartement pue tant de Tanis Root. Alors peut-être que c'est la façon de faire signer Guy parce qu'il y a quand même un rituel pour rejoindre la secte. Et donc peut-être que là le rituel ça a été. Alors normalement le rituel on marque la personne. Mais apparemment donc dans l'appartement dans lequel vit Guy en fait cette odeur s'est imprégnée partout. Donc, alors est-ce que ça faisait partie de la cérémonie? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que Guy a éloigné Rosemary avec ce mensonge donc maladroit. Tiens, on m'a offert des tickets de théâtre, vas-y toute seule avec une pote, parce que moi je l'ai déjà vu. Bah en fait, ce mensonge
qui est tout bête en plus, alors qu'il aurait pu juste dire j'ai des tickets, tu veux y aller. Voilà, il a fallu qu'il mente. Là, encore un prolongement de cette habitude qu'ils ont. Hein, on a vu ça avec la façon de se désister de l'autre appartement, tout cela. Il a fallu qu'il monte un mensonge absolument pas nécessaire quand on y pense. Absolument ridicule. Absolument pas nécessaire. J'ai des billets, va au théâtre, moi je dois m'entraîner pour ma scène. Voilà, mais non, il ment, il dira du coup que c'est son coach vocal qui lui a filé ses billets. Et que voilà, que Rosemary y aille. Donc en fait, ce mensonge, il va le payer plus tard. Ce n'est qu'un détail, mais il va le payer plus tard. Il a inventé toute cette histoire en fait pour éloigner Rosemary, pour pouvoir lui-même piéger Baumgart en fait. Donald Baumgart, le fameux comédien qui a eu le grand rôle que Guy convoitait tant. Donc le principal rival, son principal rival. Ce qui s'est passé, c'est que Guy lui a pris sa cravate en fait à Baumgart. Ils ont fait un échange. Alors je sais plus ce qu'il lui a échangé. Il a dû lui dire j'aime pas trop ma cravate, j'aime bien la tienne. Ça te dit qu'on échange? Allez, comme enfin victoire à toi, on trinque à ta victoire. Tu as gagné la scène, viens en échange. Donc Baumgart a dû se dire bon bah écoute, c'est vraiment, je lui dois au moins ça quoi. Je lui ai pris le rôle de ses rêves, voilà, je lui dois au moins ça. Donc Baumgart lui file sa cravate et en fait Guy va filer la cravate à la secte ce soir-là. Et dans la nuit, on va entendre le fameux son de flûte qui accompagne justement les sabbats de la secte. Donc il a fait le deal et eux ils sont au travail. Ce soir même, en fait, ils ne perdent pas de temps, en fait, vraiment. À chaque fois, on saura ça aussi, que la cérémonie a lieu avec le bruit de cette flûte dans la nuit et les chants. Donc la secte est tout simplement en train d'ensorceler Baumgart. Alors, il faut savoir que tout ce détail-là, tous ces petits manigances de Guy que je viens de raconter, en fait, le film les ignore en partie. Ils ignorent en partie le manège de Guy. Et c'est dommage, car cela va montrer que Rosemary n'est pas si bête qu'on l'a cru au départ, quand il va se mettre à recouper les indices. Et on comprendra, en fait, que c'est juste une femme qui a choisi de se laisser bercer par le fantasme du couple idyllique, en fait, tant que ça pouvait durer. Quand ça ne pourra plus, bah, elle va recouper tout ça, un peu à la Colombo, et ça va être, c'est un retournement vraiment très appréciable, en fait. On se rend compte que nous-mêmes, en fait, on a sous-estimé Rosemary. Enfin, déjà qu'elle nous énervait dans son rôle constant de victime, et de femme qui se laisse faire tout le temps, mais là, quand ce moment arrivera où on verra en fait ses neurones, enfin ses méninges se mettre en route, c'est un moment vraiment appréciable dans le roman. Alors du coup, le lendemain, Guy, en fait, attend donc le résultat de son contrat, donc avec fébrilité. Il est en sueur en fait, car il attend un coup de téléphone qui finit par arriver. Donc Guy apprend en fait que Baumgart, donc il reçoit un coup de téléphone, donc toute la journée il tourne en rond en fait. Rosemary ne comprend pas trop, mais il a l'air stressé, est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Guy apprend au téléphone, du coup on l'appelle, il apprend que Baumgart en fait s'est réveillé aveugle. Et on lui propose de prendre le rôle de Baumgart dans la pièce. Et Guy dit It's a hell of a way to get it. Je sais pas comment le traduire correctement, ça serait waouh, c'est une drôle de façon de la voir, mais plutôt diablement. C'est une diablerie de façon de la voir, quelque chose comme ça. Donc parfait le jeu de mots, hein, n'est-ce pas? Et là, il devient morose après ça. Et ça va blesser Rosemary parce qu'elle comprend pas. Elle dit mais c'est une nouvelle superbe en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Bah en fait, ce qu'il a, c'est sa réaction en fait, elle annonce que Donald Baumgart est devenu aveugle et qu'il a été choisi pour reprendre le rôle du coup. Ça révèle pas mal de choses en fait. Il laisse tomber en fait son masque de confiance et voilà, il semble secoué, presque à court de mots en fait quand Rosemary va le féliciter. Et en fait, ce qu'on en conclut, c'est qu'il a passé son accord avec Roman et Minnie, mais à moitié sérieux en réalité, comme par un jeu. Tu vois, j'y crois pas trop en fait, ne croyant pas complètement qu'ils avaient de véritables pouvoirs, parce qu'en même temps, pourquoi y croire vraiment? En même temps, ça coûte quoi d'essayer, hein? Il espérait qu'il l'ait tout en n'y croyant pas, donc le faux sceptique un peu. Et maintenant qu'il vient de lui prouver l'étendue de leur capacité, il se rend compte qu'il ne peut pas revenir en arrière maintenant. En tout cas, pas s'il veut garder son rôle. Et surtout, il pourrait craindre pour sa vie, en fait, maintenant qu'il a vu l'étendue du pouvoir de la secte. Il l'a vu maintenant, c'est bon. Enfin, là, il croit. Maintenant, c'est un converti. Mais ça m'étonne. Enfin, je n'y crois même pas. Hein. Je pense que Guy est si superficiel que ce n'est même pas la peur pour sa vie qu'il a ou pour ses sens. Ce n'est même pas une peur qu'il effleure. En gros, c'est plutôt la peur pour sa carrière, en fait. Il se dit, mais si je sors du deal, il retire leur sort et Donald Baumgart reprend son rôle, en fait. Et moi, je retourne à la case de départ. Donc, non, en fait. Et donc, il vient de réaliser deux choses. Il est abasourdi car il voit que ça marche, déjà, et qu'il a tiré sur la bonne corde pour avoir ce qu'il voulait. Donc, ça y est, il a enfin trouvé le bon réseau, là. Mais en même temps, il va devoir remplir sa contrepartie. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il était mal, en fait. Parce qu'il regrette, et surtout, il a compris les conséquences. Et quand Rosemary lui dit « Mais tu n'es pas heureux, c'est une superbe nouvelle », lui, il la regarde parce qu'il sait ce qu'il a promis, c'est à son sujet à elle, en fait. C'est elle qui l'a promis en échange. Et c'est pour ça qu'il la fixe. On voit dans le film aussi, on le montre bien, il fixe Rosemary, en fait. En disant « Merde, ok, d'accord ». Il a compris. Et il regarde Rosemary de cette manière bizarre et soutenue en réalisant il va devoir la sacrifier, en fait, s'il veut continuer à bénéficier de cette bénédiction. Il vient de trouver la combine pour forcer le destin, manipuler la chance, qui laisserait passer, en fait, une telle aubaine. Sauf qu'ici, malheureusement, ça n'engage pas que lui, ça engage, en fait, une victime absolument innocente et surtout qui ne concertera pas. En même temps, c'est difficile de la concerter, mais on peut imaginer ce fait, Guy approchant sa femme et lui disant « Écoute, t'as vu, enfin, tu le vois, on galère, oui. Bah écoute, moi, il y a un deal qu'on m'a proposé, apparemment ça marche. Est-ce que ça te dirait de coucher avec le diable ?» Et du coup, je trouve que la figure de Guy, sa figure, en fait, rappelle vachement surtout quand on verra la conclusion, comment ça va se finir, ça rappelle un peu une figure classique du conte, en fait, où le protagoniste, en fait, choisit la facilité magique, puis vient pleurer après, derrière, quand il faut rendre des comptes.
Il y en a pas mal. Il y a le conte du Guinaru, par exemple, qui est un conte africain avec un génie dans la forêt. Donc un espace de la forêt en fait qui est maudit parce qu'il y a ce génie qui y sévit. Il ne faut surtout pas y aller. Et puis un paysan y va un jour et il a les couilles, quoi. Il y va. Sauf qu'à partir du moment où il entre dans les bois et qu'il touche à la moindre branche ou qu'il essaie de déboiser, tout d'un coup, il y a la voix du Guinaru qui retentit, qui est là. Il dit, bah, c'est moi. Il a peur, mais il répond quand même. Et que fais-tu? Bah, je déboise. Il fait, ok, bouge pas, je viens t'aider. Donc le Guinaru vient, l'aide, déboise tout. Oh, super. Le mec, il retourne après. Je crois qu'il faut brûler ensuite toutes les mauvaises herbes, tout cela. Pareil, la même chose. Qui est là? Bah, c'est moi, Jean, on va l'appeler Jean. Enfin, Jean pour un Africain, c'est un peu chaud, mais bon. Qui est là? Bah, Jean-Jean, que fais-tu? Bah, je fous le feu, ok, bah, je viens t'aider. Le Guinaru qui débarque, qui vient l'aider à tout brûler. Alors, le Guinaru a toute une armée de petits lutins à sa botte aussi, donc voilà, ils viennent, ils foutent le feu. Puis ensuite, il revient à nouveau pour commencer à ensemencer. Qui est là? Bah, Jean-Jean, que fais-tu? Bah, j'ensemence. Hop, le Guinaru qui débarque, et ouais, bouge pas, je viens t'aider. Le Guinaru débarque avec tous ces petits mômes là, tous ces petits lutins, voilà, ils ensemencent tout dans la bonne journée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça pousse. Puis il y a les oiseaux, bien sûr, qui viennent pour bouffer les herbes, le mil, tout ça. Pareil, il commence à chasser les oiseaux, il balance un caillou, le Guinaru, qui est là, c'est Jean-Jean. Mais par contre, à ce niveau-là, il a déjà pris la confiance, Jean-Jean. Il est chaud. Donc il sort, c'est Jean-Jean, ton vieux pote. Il fait, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah, je chasse les oiseaux qui bouffent pas toute ma récolte, si tu veux. Donc il fait, bah, t'inquiète, bouge pas, j'arrive. Et il ramène sa fratrie de lutins, il se débarrasse de tous les oiseaux. Et puis un jour, le mec tombe malade. Donc il se dit, mais putain, faut que je peux pas laisser en fait la culture à la merci des animaux, des choses comme ça. Il faut que j'envoie mon fils jeter un œil en fait, garder un œil à la chose. On sait jamais parce qu'il est trop malade pour se déplacer. Donc il dit à son fils, t'y vas, mais surtout tu fais pas le con. Donc son fils, on va l'appeler Janou. Donc Janou, t'y vas, tu fais pas le con, tu touches à rien, ok. Juste tu surveilles, s'il y a des oiseaux, tu les chasses et puis voilà, c'est tout. Donc il envoie son fils. Son fils dit, ouais, d'accord, papa. Il y va pour dire à quel point il a la confiance quand même. Il envoie son fils confronter un démon de la forêt. Donc le fils y va, sauf que le fils à un moment donné a un petit creux, il n'a rien à bouffer, donc en fait il casse une tige pour la sucer, pour sucer la sève quoi, qui est sucrée. Et là bien sûr Guinaru, qui est là, ah bah c'est Janou, le fils de Jean-Jean. Et que fais-tu là? Bah écoute, j'avais faim, du coup j'ai cassé une tige, j'ai commencé à la sucer. Il fait ouais bah bouge pas, je viens t'aider. Il envoie toute son armée en fait en 5 minutes, ça y est, tout est dévasté, tout est arraché, tout est défoncé. Le fils dit rien à son père, forcément on peut le comprendre, sauf que le père bah guérit, retourne sur place et voit bien que putain, bah en fait il y a plus de champ quoi, tout son travail est ruiné. Donc, il a son fils en plus avec lui à ce moment-là, donc il s'énerve, il commence à le taper, à le frapper. Et là, pareil, qui est là? Putain, mais c'est Jean-Jean, mais qu'est-ce que tu fais? Je règle, enfin, je corrige ce petit con-là qui m'a détruit mon champ, en fait. Et le Guinaru, bah, bouge pas, je viens t'aider. Il envoie son armée, ils se mettent à battre le fils. On peut imaginer, donc, 1000 personnes qui battent un gamin, donc ça n'a pas duré longtemps, en fait, pour en faire une bouillie. Donc, il tue le gamin, en fait, et le père, en fait, est choqué, il retourne chez lui, il est comme un con. Et il retourne quelques jours plus tard, enfin, il a tout perdu. Il a perdu son fils, il a perdu. Je sais pas s'il perd sa femme, mais bon, ça m'étonnerait pas qu'elle soit barrée avec ça quand même. Et il retourne sur le champ, regardez, donc il a perdu son champ aussi. Et donc pendant qu'il est là, Agar a marché dans le champ dévasté, il y a un insecte qui le pique, je crois, il se met à se gratter. Et tout d'un coup, il y a le Guinaru, pareil, qui est là. Bah Jean-Jean, hein, il fait, que fais-tu? Et là, il comprend, il fait, merde, il commence à se barrer en disant, je me gratte parce qu'il y a un insecte qui m'a piqué. Et le Guinaru, bien sûr, bah, bouge pas, je viens t'aider. Il débarque avec ses enfants, pareil, enfin avec les lutins, il commence à le gratter, il commence à gratter ce pauvre Jean-Jean, il lui gratte la peau, il lui gratte la chair, il lui gratte les os, enfin il finit squelette quoi. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. Oui voilà, voilà donc ce conte encore une fois en fait, le deal, le fameux deal en fait, et toujours cette moralité à la fin, cette punition en fait, d'avoir joué avec des forces plus incontrôlables en fait, et croire tromper le destin alors que finalement on ne se trompe que soi-même. Finalement, ça finit toujours par se retourner contre la personne qui s'est engagée. Il y a un conte européen, je ne saurais pas dire d'où, mais sur le lutin tracassin. En tout cas, la version française, c'est le lutin tracassin, mais je crois que c'est un truc allemand. C'est l'histoire d'une pauvre fermière qui se fait prendre par un roi, parce que le roi se promenait, tombe sur un paysan qui lui dit « Ouais, mais ma fille c'est un trésor, parce qu'elle sait faire de l'or à partir de la paille. » Mais au sens figuré, putain, enfin... Il veut juste dire en fait qu'elle est tellement douée qu'elle cultive bien, mais le roi le prend au sens propre. Il fait ah, putain, elle fait de l'or avec de la paille, mais vas-y, mais il me la faut. Donc il la prend, il l'amène chez elle, chez lui, dans le royaume, enfin dans son château, et il lui fait écoute, je t'enferme dans cette chambre, voilà de la paille. Il lui met des bottes de paille littéralement. Il lui fait demain, il faut que ce soit de l'or, sinon t'es morte. Il se barre, donc la fille se met à pleurer toute la nuit, et il y a un lutin qui se pointe et qui lui dit écoute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Quels sont les bails? Il fait bah écoute, je dois faire de l'or à partir de cette paille, comment je fais? Donc le lutin lui fait écoute, je peux te le faire. En échange de... Voilà, toujours un petit échange, toujours un petit échange. Donc il lui demande, je crois, juste au début, c'est banal, il lui demande juste un collier. Elle donne. Le roi arrive le lendemain, oh, il est époustouflé, donc il remet encore de la paille. Il fait, demain, pareil, je veux que ce soit de l'or, sinon, attention. Donc il n'en a pas assez, apparemment. Donc il recommence. Cette fois-ci, le lutin revient à nouveau, donc rebelote à chaque fois, c'est la même chose, la même figure à chaque fois. Elle lui donne autre chose, cette fois-ci un collier, enfin, une perle, j'en sais rien. De la merde, de la pacotille en fait. Et jusqu'à la troisième fois, et la troisième et dernière fois, le roi lui dit, écoute, cette fois-ci si tu le fais, c'est bon, on a assez d'or, c'est pas grave, mais tu me fais ce dernier service, cette fois-ci tu me transformes toute cette paille en or et je t'épouse, t'es la reine.
Je sais pas vraiment si elle gagne au change, en fait, parce qu'elle épouse un connard qui était prêt à la tuer si elle n'arrivait pas à faire de l'or à partir de la paille, quoi. Donc, bon. Donc, c'est censé être la récompense finale. Elle accepte, elle n'a pas le choix, de toute façon. Donc, le roi sort, le lutin arrive, et cette fois-ci, le lutin lui dit, par contre, cette fois-ci, je veux ton premier fils. Ou fille, hein, mais bon, c'est souvent des fils, hein, dans tous les cas. J'en avais parlé quand on avait parlé de Toby et de la Paranormal Activity. La plupart des démons veulent des enfants mâles, en fait. Bon. Et la reine accepte, enfin, la future reine accepte, parce qu'elle n'a pas le choix, de toute façon, elle va crever. Donc elle accepte, il fait le service, elle oublie elle, hein. Elle passe, elle épouse le roi, elle devient reine, le temps passe, elle est bien, elle est refaite. J'espère qu'elle a envoyé ses gardes buter son père, enfin bon bref. Et au final, elle a son premier enfant, elle a complètement oublié en fait. Et le jour J, c'est comme Maléfice là. Elle débarque en disant on m'a oublié, qu'est-ce qui se passe? Hop, un petit rappel. Et la mère, elle s'effondre en larmes. Donc voilà, on se retrouve encore dans cette figure où en fait il y a le compte à rendre et tout d'un coup quand le compte arrive, le compte dans le compte, on se dit, bah merde, je savais pas qu'il fallait payer en fait. Ah, faut payer maintenant? Ah oui, ok, d'accord, bah, je croyais que j'avais crédit illimité. Mais voilà, c'est ce moment-là, c'est là que ça me rappelle Guy à chaque fois, quoi. Il s'est trompé, il s'est trempé dans ce deal et maintenant il faut rendre des comptes. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette fameuse figure du compte, toujours en fait. C'est un trope dans le compte, le deal, le contrat piégé en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que Rosemary va en avoir marre en fait de voir Guy tout le temps ruminer, donc elle va se barrer en fait. Et en fait, quand elle est sortie, enfin au bout d'une semaine, hein, ça dure à peu près, Guy a eu le temps de réfléchir, de se décider du coup, et il lui demande pardon. Il prétend qu'il était tendu pour le rôle, qu'il avait peur que Baumgard recouvre sa vue, ce qui est à moitié vrai en plus, même s'il reconnaît que c'est odieux. Mais là que c'est bon, c'est bon. Quand il dit que c'est bon, en réalité c'est qu'il est prêt à honorer sa part du deal. Peut-être qu'il s'est rassuré, qu'il s'est convaincu qu'il n'arrivera rien de grave à Rosemary en fait. À part se faire violer par les diables bien sûr et donner naissance au fils du diable, mais il se dit que c'est bon. Enfin le fils, on l'offrira à la secte, on fera comme si de rien n'était, on recommencera notre vie comme si de rien n'était. Voilà où il en est arrivé, Guy. C'est pour ça que j'adore ce personnage. Je reviendrai souvent sur lui, mais je trouve qu'il est tellement déprécié en tant que... C'est un des meilleurs vilains de l'histoire du cinéma, je trouve. Et du coup, cet accord, il le consomme en lui disant sur le moment, du coup, en prenant... Donc Rosemary vient de rentrer, elle trouve des roses partout, il a décoré l'appart, il lui dit, écoute, je suis désolé, il fait son mea culpa, et il lui fait, mais je suis prêt, il est prêt à faire ce gosse. Il décide donc à ce moment-là de ne pas lui parler du deal, parce qu'on peut dire que c'est peut-être quelque chose aussi qui pesait dans la balance, parce qu'il se disait, est-ce que je lui en parle ou pas? Mais finalement, non, il ne lui en parlera pas, il décide juste de devenir père. Et Rosemary, elle est ravie, cette bouffonne. Alors, pour ne pas être complètement dur vis-à-vis de Guy jusqu'au bout, il faut reconnaître quand même que ce n'est pas un fumé jusqu'au bout, car en fait, à ce moment-là, quand il annonce à Rosemary qu'elle va être maman, qu'ils vont être parents, qu'il est prêt, en fait, elle se met à pleurer de joie. Et il veut tout de suite qu'elle arrête ça, en fait. Et ce détail, pareil, je trouve à son importance, parce que quand on a un minimum de conscience et qu'on offre un cadeau empoisonné, on ne veut pas être trop remercié, en fait. C'est gênant. Parce qu'on sait, dans le fond, on encule le destinataire, en fait. Donc c'est pour cela qu'il ne veut pas qu'elle pleure. Il ne veut pas qu'elle pleure de joie, car cela le gêne, car il sait que la bonne nouvelle qu'elle croit entendre n'est que sa ruse et sa malice, en fait, à l'œuvre. Il sait très bien que ce n'est pas un cadeau qu'il lui fait, et il est conscient de cela. Ce n'est pas un enfant qu'il lui offre, mais un viol. Donc il a convenu de prêter le ventre de sa femme à une secte. Il a vendu quand même sa femme au diable. La moindre des choses, c'est de ne pas vouloir être remercié à chaudes larmes, quoi, en fait. Donc sans vouloir absolument défendre Guy, je dirais que le pauvre, en même temps, tout reposait sur lui. On sait que le bonhomme veut réussir pour son image et sa gloire, mais en même temps, il est le seul à payer le loyer dans ce gigantesque appartement qu'elle a voulu à tout prix. S'occuper de sa famille, tandis que l'autre cruche, là, veut juste pondre son chiard, en fait. Elle le veut tellement qu'elle était prête à lui mentir et à lui faire un môme à son insu. Si Rosemary, qui essaie de faire un enfant à Guy sans lui dire, c'est déplorable, certes, ce n'est pas comparable, ce n'est pas la même chose, mais c'est tout aussi manipulateur, en fait. Donc, je trouve que le couple, dès le départ, n'est pas très beau, en fait. Même si on les trouvait charmants, plus on apprend à les découvrir un peu dans notre roman, plus en fait on les trouve assez infects l'un envers l'autre un peu. Guy sans conteste, hein, bien sûr, sans compétition, hors compétition, hein, Guy c'est sûr. Mais je trouve que Rosemary a aussi un aspect où elle est prête à tromper pour avoir ce qu'elle veut, quitte à pousser Guy à manipuler les autres pour ce qu'elle voudrait aussi. Donc ce qui fissure un peu l'aspect de victime inoffensive qu'on lui prête. Elle semble presque se complaire dans le rôle de femme au foyer, qui pousse en fait pour obtenir la suite du deal. Son deal à elle, c'est-à-dire l'enfant dont elle va s'occuper pour donner un sens à ce rôle, ce poste qu'elle veut tant. Et je sais que je creuse ma propre tombe là, hein, ça c'est sûr, mais je note juste qu'il y avait une pression supplémentaire sur les épaules de Guy, qui est sans doute pris au piège dans ce schéma familial d'homme qui fournit pour les siens. Rôle dans lequel il se complaît, c'est indéniable, il ne faut pas se leurrer, hein, mais Guy est dans le théâtre, et ça ne rapporte pas des masses, je pense. Hein. Surtout pour payer un superbe appartement au Bramford, là, à Manhattan, que madame la chômeuse, ou pardon, la mère au foyer, veut à tout prix parce que ça fait chic. Donc Guy n'a pas réussi à la raisonner, et souvent, il cède aux caprices de Rosemary, on le voit, qui elle aussi a la méthode pour le manipuler. Elle joue la petite fille, en fait. Elle prend une voix de petit enfant, et puis Guy, il rigole, et puis il y va, quoi. Et en même temps, ça le flatte aussi. Donc elle le manipule dans ce sens au début, pour qu'il se désiste de l'engagement du premier appartement. Elle l'assume et demande qu'il mente pour elle, pour qu'elle change d'obstétricien plus tard. Ça va arriver ça aussi. Donc Guy est un monstre, je ne dis pas, mais il n'est pas arrivé sur ce chemin tout seul. C'est juste ça. Enfin, je trouve que le portrait de Rosemary est beaucoup plus nuancé que juste la victime dans cette histoire. C'est une victime, bien entendu.
c'est un personnage qui a aussi ses tares, on va dire. Pour faire simple, c'est un personnage qui a aussi ses tares. Et c'est peut-être tant mieux, en fait, du coup, ça nous rend son parcours plus intéressant. Et du coup, maintenant, tout ce qui intéresse Guy, à partir de ce moment-là, c'est sa nouvelle pièce. Sans doute pour ne pas penser au moment fatidique qui approche, en fait. C'est le moment où il va devoir remplir sa part du deal. Et c'est curieux comment il n'essaie pas de gratter, de gagner du temps. Ça, c'est un peu dommage. De gagner du temps en faisant courir un peu plus la secte, sans dire non, mais sans dire oui. Voilà, qui retarde le moment, en fait, qui retarde le fameux moment. Et que la secte lui dise, attendez, mais ce mois-ci, c'est bon, là, non, elle est féconde, là. Le 12 du mois, là, elle est féconde. Donc on peut le faire, on peut le faire, le rituel, non? De l'empoisonner, de la faire dormir pour que le diable couche avec elle. Et que Guy dise, mais non, mais pas ce mois-ci, c'est pas bon parce que je dois voyager, puis le mois d'après, non, mais c'est chaud, etc. Et qu'il profite de ce que la secte lui a offert, mais sans essayer de rendre les comptes, du coup, qu'il essaie de gratter un peu. Enfin, il aime sa femme quand même, on le comprend, même s'il la manipule de cette manière-là, il a sa façon tordue de l'aimer. Et donc, ça aurait été appréciable dans le roman, même si le film n'a peut-être pas le temps de l'étaler à ce point-là, que Guy essaie de gratter un peu auprès de la secte et que finalement, que ce soit la secte qui le punisse à un moment donné et l'accule en fait, et qu'il n'ait plus d'autre possibilité de se défiler. Écoute, tu te fous de notre gueule depuis trop longtemps, là, ça fait 6 mois, hein, nous on t'a offert le succès que tu voulais, bah maintenant en fait on va tout reprendre. Et là en plus maintenant qu'il s'est bien enfoncé dans le succès, bah qu'il ne puisse plus y retourner en arrière, parce que ce n'est plus juste perdre une pièce, c'est perdre vraiment toute une carrière du coup qui est partie de cette première pièce qui a réussi à gagner grâce au deal passé avec la secte. On n'a pas ça. Une semaine passe, de temps qu'il se mette d'accord avec lui-même en fait, qu'il se console, et il calcule déjà la prochaine date d'ovulation de Rosemary et fixe directement le plan, quoi. Ça va être là en fait. Ça c'est un peu dommage, Du coup, je disais c'est un magnifique méchant en fait, Guy, dans cette histoire-là. Mais là, c'est un peu caricatural quand même. C'est un peu grossier. Il est quand même humain, faut pas déconner. Il est lâche, hein, c'est sûr. Mais on a du mal à se le figurer comme ça, donnant sa femme en pâture, comme ça, sans y réfléchir 2 minutes. Même en ayant accepté. Le fait qu'il accepte ne choque pas. Mais une fois qu'il faut passer à l'action, son caractère voudrait qu'il hésite un peu. Qu'il essaye d'inventer des histoires, qu'il montre, comme ce qu'il fait parfaitement bien, justement, pour faire courir la secte. Quitte à essayer de les fuir, d'ailleurs, à dire, on déménage maintenant, j'ai réussi, on a notre carrière, viens, on se barre. Qu'il essaie de les fuir et qu'il se rende compte que, en fait, finalement, il ne peut pas. Qu'on lui rappelle, en fait, mais attends, les pouvoirs que tu nous as vus exercer, ce n'est qu'un aspect minime de ce qu'on est capable de faire. Tu crois vraiment que tu peux nous échapper de cette manière-là? Tu as passé un deal, en fait, et tu vas en ressentir les conséquences, du coup. Et l'obliger de cette manière-là à respecter sa part du contrat. Non, Guy, ça lui prend 1 semaine, littéralement, pour qu'il passe du statut d'effrayé de donner sa femme au diable à, tout d'un coup, écoute, c'est quand déjà que tu ovules? Enfin, c'est bon. Ça, c'est un petit raté. C'est un petit raté dans le personnage. On arrive au moment du rituel. Alors, comme je disais, Guy a étudié donc le cycle d'ovulation de Rosemary et il sait. Il a fixé la fameuse nuit, la nuit du bébé comme il l'appelle, la nuit idéale en fait. Il va falloir en fait qu'ils se reproduisent, enfin qu'ils couchent ensemble en fait. Et le déroulé de ce plan, clairement le mastermind derrière c'est Guy en fait, parce que le plan est tellement tordu. Ce n'est pas du Minnie ou du Roman je pense, mais du Guy en fait qui sait manipuler sa femme. Je me suis même demandé si Roman et Minnie lui ont proposé à un moment donné, Roman du moins, vu qu'il l'avait fait avec Terry, de mettre Rosemary dans le coup. Et Guy a peut-être dû dire non et se ranger du côté de Minnie. Minnie qui pense aussi, moins la victime en sait, mieux c'est en fait. Et Guy qui a dû se dire, qui a dû leur répondre, je vais la traiter comme je l'ai toujours traitée en fait, comme mon auditrice principale. Elle n'a pas besoin de savoir ce qui se trame en coulisses. Elle comprendrait pas de toute façon. Elle doit juste admirer et applaudir à la fin de la pièce. Voilà, c'est tout. Et il n'a pas dû être difficile de convaincre Minnie et Roman que quand on sait en fait la catastrophe du fiasco après avoir mis Terry au courant. Donc du coup là ça a dû les refroidir. Voilà, Rosemary n'a jamais eu, ou presque, son mot à dire dans cette histoire. Donc Guy a pensé à tout dès le départ pour cette nuit-là. En fait, il va ramener un dessert. Il va le dire à Rosemary, je ramène un dessert ce soir, ne t'en occupe pas. Et à la fin de la soirée, il va rentrer assez tard, il va annoncer qu'il a oublié de le prendre. Sauf qu'il est trop tard donc. Donc en fait, Rosemary ne peut pas en faire un autre. Et donc ils vont être obligés de prendre le dessert que Minnie va ramener comme par hasard à une certaine heure de la soirée. Et Guy qui ramène cela en disant disons, et qu'on ne vienne pas me dire que le destin n'existe pas, quoi. Enfin, ce que Minnie va faire, c'est qu'elle va leur ramener de la mousse au chocolat, en fait. Elle dit some chocolate mousse. Elle dit pas mousse, elle dit mouse. Elle dit mouse, en fait, elle dit mouse. Et mouse, c'est souris en anglais. Donc elle arrive mal à lire le mousse, en fait. C'est un petit détail, mais ça va avoir une incidence dans un petit rêve qui arrive tout de suite. Elle ramène le plat, fait semblant qu'elle leur donne les restes de la semaine, en fait. Et tout en parlant fort à la porte, parce qu'elle sonne à la porte, c'est Guy qui va ouvrir, en fait, et Rosemary est dans le salon. Donc, tout en parlant fort pour que Rosemary entende, et donc voilà, je vous ai ramené le dessert de la semaine, etc., je me suis dit que ça vous aimeriez peut-être. En fait, pendant qu'elle dit ça à l'attention de Rosemary, indirectement, elle est en train, sans doute, à ce moment-là, d'indiquer à Guy lequel est empoisonné, parce qu'il y a deux coupes de mousse au chocolat. Elle est sans doute en train de lui indiquer lequel est empoisonné et lequel ne surtout pas prendre, en fait. Et du coup, Guy les positionne comme il faut, tout en continuant à parler, comme si de rien n'était. Oui, merci beaucoup, c'est sympa, c'est là, d'accord, super. C'est génial en fait, j'aime bien imaginer les off en fait, le hors-champ plutôt. J'aime bien imaginer le hors-champ dans ces scènes-là, c'est parfait. Et donc Guy rentre avec le dessert et il va annoncer, on ne me dira plus qu'il ne faut pas croire au destin, quelque chose comme ça. Alors qu'il vient de tout manigancer en fait, donc c'est génial. Il est complètement dans son rôle jusqu'au bout en fait. Et il continue à jouer dans son rôle parce que Rosemary ne va pas aimer le dessert.
Elle va se plaindre qu'il y a un arrière-goût un peu crayeux, un peu, voilà, de la craie, quelque chose d'acre un peu. Et Guy va se fâcher, en fait, de son ingratitude. Il va se vexer. Et il arrive à la gronder, car elle ne veut pas manger. Il l'avait grondée de la même façon quand elle avait refusé de mettre le collier de Tanis, on se rappelle, la traitant d'ingrate. Et on réalise, Rosemary, c'est un bébé, c'est son enfant femme. Il lui parle comme à une gamine. Et elle répond sur un ton d'enfant. Elle joue aussi ce jeu, comme si c'était un jeu. Et Guy va jouer sur le fait qu'elle ne tient pas à gâcher la fameuse soirée du bébé, là où ils vont devoir coucher, en fait. C'est pour ça qu'elle accepte de le finir. Mais même là, c'est génial, Guy continue à insister. Il dit, écoute, si tu n'aimes pas, te force pas. Et c'est parfait, en fait. C'est parfait parce que si on réalise bien, en fait, c'est un mastermind de la psychologie inversée. Alors qu'on sait très bien que tout son plan dépend de cela, il faut que Rosemary mange la mousse. Lui, il continue à bluffer même au moment où elle accepte de le faire. Il l'a ferré, c'est bon, elle est en train de la manger. Mais même là, il faut qu'il place un petit, écoute, te force pas. Hein, c'est bon, hein, c'est... D'accord, je me suis un peu fâché, mais te force pas, t'as pas besoin de le manger si tu veux pas, en fait. Alors qu'il a besoin qu'elle le mange. C'était peut-être ça, ce fameux moment où il voulait peut-être se retirer du deal, en fait. Mais bon, je pense pas du tout. Mais ça aurait pu être là, en fait. Tout d'un coup, il change d'avis, il reprend la mousse. Non, en fait, finalement, tu sais quoi, c'est bon. Mais non, Guy va jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il est absolument irrécupérable. En réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est que Rosemary ne va en manger qu'une partie, puis elle va cacher furtivement le reste, en fait, dans sa serviette. Et elle ne finit pas complètement la mousse, et c'est pour cela qu'elle n'est pas complètement endormie, qu'elle ne va pas être complètement groggy, en fait. Elle va être engourdie pour ne pas se débattre pendant le viol, mais elle n'est pas assez abrutie, enfin, elle est juste assez abrutie, plutôt, on va dire, pour virevolter entre cauchemar et réalité, en fait. Elle va un peu réaliser ce qui se passe, mais elle ne pourra rien faire, elle est catatonique. Et c'est bien ce qui va se passer, en fait, elle va tomber dans les pommes, et Guy va la rassurer, il va la ramasser, là, il va l'amener dans la chambre, la coucher, et il savait que ça arrivait. Il savait, en fait, que Rosemary allait tout d'un coup se sentir désorientée, un peu groggy, un peu... Donc il ne s'en mêle pas, il la laisse s'effondrer toute seule dans le couloir avant de venir à sa rescousse. Et j'aurais adoré que Rosemary tombe, elle tombe comme une brique, ça aurait été génial qu'elle tombe en se pétant la nuque, en fait, ça aurait bien niqué ses plans. Et donc elle s'évanouit presque, donc Guy la soulève et va la poser sur le lit. Et là, Rosemary commence à faire un rêve bizarre. Elle a l'impression d'être sur un matelas, sur l'eau. Alors elle est habillée tout en rouge, Rosemary, pour ce soir-là. C'est assez symbolique, donc cette couleur rouge qu'elle met, prête à être fécondée. Elle a une belle tenue et Guy commence à la déshabiller. Alors elle a l'impression d'être sur un matelas, sur l'eau. L'impression qu'on a quand on est bourré, de toute façon. Elle dit à Guy qu'elle regrette de ne pas pouvoir faire le bébé ce soir-là. Et puis elle lui promet juste de faire une petite sieste, en fait. Et là, elle réalise qu'elle est sur un bateau, à destination inconnue, mais apparemment c'est Kennedy, je crois que c'est Kennedy, on voit Kennedy qui décide, en fait. C'est lui qui décide parce que c'est le président, après tout. À un moment, Kennedy devient Hatch. Et Hatch semble indiquer sur un plan qu'il faut faire marche arrière. Il se retourne pour désigner, donc, derrière Rosemary. En gros, là où on va, n'y va pas, en fait. Retourne en arrière. Mais il va baisser quand même son doigt, d'un air triste et résigné, en fait. Il sait qu'il ne peut pas arrêter ce qu'il a est en train de se passer. Pendant ce temps-là, Guy continue, lui, à la déshabiller dans la soute. Elle lui demande, mais pourquoi tu me déshabilles? Il lui dit, mais je veux que tu sois confortable. Elle lui dit, mais je suis confortable. Et il fait, dors, oh. Parce qu'il appelle Rosemary. Donc il commence à la déshabiller. Une fois qu'elle est nue, elle est sur le pont avec les autres invités. Et donc elle est nue, elle essaie de cacher ses seins. Et tout d'un coup, elle réalise que, bah non, ça va, elle a un maillot de bain, en fait. Et là, ce qu'on va voir, on va voir Hatch avec ses instruments de navigation. Donc il est descendu, apparemment, on a dégagé Hatch. Parce que Hatch ne peut certainement pas faire ce voyage, mais lui, avec ses cartes et son compas, là, et abandonné sur les quais, elle proteste. Elle dit, mais pourquoi Hatch ne peut pas venir avec nous? Mais on lui répond, mais c'est seulement réservé aux catholiques, et Hatch n'est pas catholique, en fait. On est vraiment désolé pour ça. On continue quand même à la déshabiller pendant tout ce temps-là. Guy finit par lui enlever sa bague, et je trouve ça symbolique, parce que finalement, ça suggère qu'elle n'est plus liée à Guy. Elle est prête à être prise. Donc c'est peut-être ça, l'alliance, en fait, le retrait de l'alliance. Et c'est peut-être ça aussi la signification derrière tout cela, en fait. Elle est nue, on lui enlève sa bague de mariage, on lui enlève ses vêtements, etc. Voilà, quelque chose de symbolique dans l'offrande. On l'offre nue comme une, voilà, encore plus vulnérable, en fait, au diable. Puis son rêve se transforme, donc cette fois-ci, elle traverse la chapelle Sixtine, elle voit le plafond de la chapelle, elle est allongée. On a un bref plan, en fait, on comprend qu'elle est en train de passer à travers le placard à linge du début, donc on savait très bien que ce placard, c'était un passage vers chez les Castavetes, et elle entend une voix qui dit « Doucement, tu l'as trop élevée ». Donc ils sont en train de la transporter, en fait, comme ça, à l'horizontale, ils sont en train de passer à travers le passage. Et le temps de réaliser ce qui se passe, bah non, elle est de retour à nouveau sur le bateau de croisière, elle est nue encore. Et là, il y a Hatch, donc, qui n'est pas monté, qui ne peut pas faire ce voyage, en fait, qui hurle et prévient qu'un typhon arrive, une tornade arrive, en fait. Attention, une tornade arrive, ce qui est bien vrai. Donc il hurle contre le vent, mais on sent qu'il a perdu la bataille. Il essaie de tenir face aux éléments, quelque chose se déchaîne, quelque chose de maléfique arrive, en fait. Et il hurle, une tempête arrive, elle a déjà tué des gens. Donc, il me semble qu'elle dit qu'elle a déjà tué des gens au Mexico. Je vois pas vraiment le rapport, mais bon. Et c'est vrai que la tempête arrive. Et ce n'est pas anodin, effectivement, que pendant que cette tempête arrive, Hatch n'est pas sur le même bateau que Rosemary. On va retrouver à ce moment-là donc Diego, donc le noir dont j'avais parlé au début, qui est le garçon d'ascenseur, qui est là, qui regarde Rosemary d'un air un peu haineux et qui lui dit « Vous feriez mieux de descendre dans la soute, miss ». Comme pour lui suggérer de se mettre à l'abri. Sauf qu'en réalité, quand on y pense, le véritable typhon, la véritable tempête, le véritable drame qui l'attend, c'est justement en dessous. Quand il lui dit descendez sous le pont, c'est là que les mauvaises choses vont se passer. Quand elle descend en bas dans la cale, donc sous les directives de cet homme qui la hait, de cet homme noir qu'elle a l'impression de lire de la haine dans son regard, on est encore une fois, je disais, dans une description sociale en fait. On a ce parallèle qui est fait
On a ces lectures des luttes sociales qui sont faites à ce moment-là, comme j'avais dit tout à l'heure, donc une catégorie de la population luttant pour essayer de sortir du rôle dans lequel elle a été confinée. Je trouve ça assez symbolique que Diego, qui est l'homme qui manipule les ascenseurs, qui les monte, qui descend ces petits bourgeois qui habitent à Manhattan, et lui sans doute que le soir doit prendre son petit vélo et tracer pour aller dans les quartiers un peu plus malfamés, que ce soit lui justement qui est à l'opération là, qui va gérer justement la descente de Rosemary, et qui lui indique la direction. Et Rosemary va descendre. Alors elle descend dans des sous-sols, donc c'est sans doute une symbolique des enfers ou les profondeurs de son inconscience, ce n'est pas bien clair, mais ça peut être les deux. Et elle va passer devant une sorte d'église en flammes. Quand on le voit la première fois, ce n'est pas clair. Donc dans le roman, c'est un peu mieux dit, mais là, ce n'est pas très clair. On a plutôt l'impression de voir en fait ces sortes de cheminées artificielles en fait, avec des braises artificielles. Et donc en fait, parce que c'est animé, donc c'est une peinture, mais elle est animée en fait. Les flammes sont vraiment en train de lécher et de dévorer cette église. Et elle passe donc devant, elle va se coucher d'elle-même sur un matelas. Là pour le coup, c'est elle qui y va. Donc elle ne se fait plus porter pour descendre, donc elle reprend le rôle et elle accepte d'y aller d'elle-même en fait. Elle va donc s'allonger sur le lit et là elle est entourée de vieux nus. Il y a la statue de Marcato, d'Adrian Marcato, donc le fameux homme dont j'avais parlé tout à l'heure qui a habité dans cet immeuble avant et qui a dit avoir invoqué le diable, qui la toise. Donc il est là, il est barbu, il la regarde, en fait on dirait qu'il est en train d'observer ce qui est près d'arriver là. Toute la secte est là, ils sont tous nus et on pourrait pas se demander mais pourquoi sont-ils nus? Est-ce que c'est aussi la clé quand on invoque le diable, il faut être nu? Sauf que quand on gratte un peu, en fait, on apprend qu'il y avait effectivement un mouvement religieux appelé les Adamites ou les Adamiens, en fait, inspiré d'Adam et Ève, enfin, inspiré plutôt d'une nostalgie de l'Éden. Et le mouvement est rattaché au christianisme et il tentait d'imiter Adam, avant la chute, comme une sorte de nostalgie, en fait, du jardin. Donc il suivait l'amour libre et il rejetait notamment le mariage. Ce qui fait penser à la bague qui a été retirée tout à l'heure, par exemple. Et il vivait nu le plus longtemps, le plus souvent possible, dans une sorte d'état d'innocence originelle. Alors je ne dis pas que c'est forcément que la secte se rattache à cela, mais je trouve que c'est intéressant de l'imaginer comme étant une parodie ou une récréation du moment juste avant la chute originelle. Dans l'Éden, en fait, l'homme nu dans toute son innocence. Et là, c'est Ève, peut-être, en fait, Rosemary, nue et prête à être prise par le diable. Et vu que c'est le plus haut fait du diable, son plus gros coup, celui d'avoir causé la chute de l'homme depuis le jardin de l'Éden, peut-être que cette mise en scène, finalement, sert à l'exciter, que ça le fait bander de revivre son moment de gloire. Il a l'impression peut-être de revivre la même scène. C'est ce que je me suis dit. Après, j'ai pas vraiment creusé non plus pour savoir pourquoi une secte qui invoque le diable doit être nue, mais c'est ce que je me suis dit. C'est la première fois qu'on pénètre dans la grotte de la secte. C'est la première fois que ça devient sombre, parce que le film, en général, est plutôt lumineux avec beaucoup de couleurs. Et là, c'est la première fois qu'on pénètre dans quelque chose de très sombre. Donc c'est les gros taux, ça s'appelle souvent, enfin, il y a des églises satanistes qui ont des gros taux un peu partout, qui sont des lieux de rassemblement en fait, c'est là qu'ils vont aussi faire leur sabbat. Et les vieux se mettent à chanter, tous ces petits vieux, donc il y a des vieilles dames, il y a des vieux monsieur, ils sont tous là, ils chantent avec les seins qui pendent, ils sont là, ils chantent, pendant que Roman, lui, est en train de peindre sur Rosemary avec du sang, que du temps un homme barbu à côté. Et cet homme, donc on saura son nom tout à l'heure, c'est Saperstein, Abe Saperstein, c'est l'obstétricien que Rosemary ira voir plus tard. Donc quand on sait que Abe est un obstétricien, donc gynéco aussi, et que la secte, donc pendant ces rituels-là, elle suppose des pouvoirs magiques au sang du nouveau-né, en réalité on ne veut pas vraiment savoir d'où vient le sang que Roman est en train d'utiliser pour peindre sur le ventre de Rosemary. On a du sang comme ça dans une petite coupole que lui tend Abe en fait. Et on ne veut pas savoir. Sauf qu'elle, donc Rosemary, elle ressent cette peinture sur son ventre. Et elle en verra un peu comme une suggestion, comme les traces après le lendemain sous la douche. Elle aura l'impression de voir encore les traces sur sa peau. Et je me dis que les dessins qui sont faits là, sur son ventre, sur son utérus, sont là sans doute pour soit désacraliser l'organe de reproduction, soit le préparer à recevoir la semence du diable. Et donc Rosemary voit les visages, elle va voir le visage de Guy. Et Guy est là, il est un peu inquiet, il est nu lui aussi. Donc autant dire qu'il a complètement rejoint la secte. Et il dit, mais elle voit ce qui se passe. Et Minnie lui dit, mais non, mais c'est bon, tant qu'elle a mangé la mousse, mais elle dit pas mousse, elle dit mouse, donc ça veut dire tant qu'elle a mangé la souris. Ça va, elle ne voit pas, elle n'est pas consciente, elle n'entend rien, elle ne voit rien, elle ne sent rien. En réalité, si, Rosemary voit et sent un peu. On va rebasculer à nouveau dans le rêve, et cette fois-ci, il y a Jackie Kennedy qui apaise Rosemary, en fait, en lui disant « Vous ne vous sentez pas bien ?» Et Rosemary qui lui répond, dans une discussion tout à fait anodine, qu'elle s'est faite mordre par une souris. Donc la souris, en réalité, c'est la mousse, vu que Minnie n'arrête pas de dire mouse, elle l'a intégrée dans son rêve. Alors on a comme ça les allées-venues entre le rêve et ce qui se passe réellement autour d'elle. Donc figure toujours du parallèle qui est très intéressant dans ce roman, qui est présent souvent, très souvent. Et il n'est pas présent que là, d'ailleurs. Donc il lui dit, mais non, je me suis juste faite mordre par une souris, du coup je me sens pas très bien. Voilà ce qu'il lui répond. Et finalement, on sait que ce n'est pas la mousse, que ce n'est pas une souris qui l'a croqué, mais que c'est elle qui a croqué dans une mousse et qui se retrouve du coup dans cet état. Donc en réalité, ce qui est en train de se passer là, c'est que, donc quand elle dit cela, une mousse m'a mordu, une souris m'a mordu, du coup je suis dans cet état, alors qu'en réalité elle veut dire qu'elle a elle-même croqué dans la mousse, donc la souris de Minnie, et que du coup elle se retrouve dans cet état. On réalise qu'elle est en train de recouper les dessous du complot dans son rêve, tout comme elle intégrait l'embrouille des Castavetes dans son cauchemar. Cet élément doit disparaître dans la version française, car comment créer la confusion entre mousse et mouse, qui veut dire souris. Donc dans cet état de stupeur, mais dans son corps conscient, le rêve est plein de bon sens et mêle plusieurs couches
à la fois entre ce qui est réellement en train de se dérouler, la secte qui manipule son corps, endormi, la situation sociale de Rosemary, classe sociale confortable desservie donc par cette classe sociale en pleine protestation, ce que sous-tend dans le social avec le noir qui conduit, qui déteste les blancs, donc le fameux Diego, les dissidences théologiques d'autre part, les protestants qui sont rejetés du bateau par les catholiques, Hatch donc qui ne peut pas monter. Tout cela est créé, tout ça se mélange et fait cette soupe qu'on a en fait, qui est un mélange de rêve et de cauchemar. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Il y a Hatch qui est le père de substitution, il y a Diego, donc le garçon d'ascenseur, il y a Jackie Kennedy, il y a John Fitzgerald Kennedy, donc avec qui est là malgré son assassinat apparemment. Il y a sa famille, la famille de Rosemary est là, sa famille. Il y a le pape aussi qui est là, il y a Terry, il y a les Castavetes, et enfin il y a une créature un peu curieuse qui va débarquer. Dans ce regroupement, toute la température sociale est prise, et c'est surtout dans le livre, la lutte sociale et la condition sociale se déversent dans ce rêve également. Alors Jackie va essayer de consoler un peu Rosemary en lui disant « Vous feriez bien d'avoir vos jambes quand même attachées, on ne sait jamais. Imaginons si jamais la souris était enragée, vous allez peut-être tomber malade, là, il faudrait peut-être mieux vous attacher. » Et Rosemary est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle se fait attacher les jambes par des hommes habillés comme à l'asile, en fait, un peu comme des vigiles. Tu l'attaches au lit. Jackie Kennedy, quand on lui a demandé « Laissez-moi savoir si la musique est trop forte pour vous, si elle vous dérange, je la ferai baisser. » Et Rosemary lui dit « Mais non, surtout pas, ne la baissez pas. » Et donc ça fait un clin d'œil donc au chant, à la messe qui est toujours accompagnée de ce chant et de la musique, qui ont toute leur importance dans l'histoire et qui apparemment sont un classique des rituels pour invoquer des créatures, souvent accompagnés d'obscénités aussi, et des prières récitées à l'envers, j'en passe. Donc on se rappelle quand on avait fait la vidéo sur l'exorciste, on avait un peu parlé des Black Mess. Et là, dans ce rêve, Guy va arriver et commencer à lui faire l'amour. Et pendant qu'il lui fait l'amour à Rosemary, petit à petit, en fait, le masque semble tomber au fur et à mesure. Et il a d'abord l'air lépreux, un peu comme un lépreux. Et puis il devient de plus en plus horrible. Il ressemble de moins en moins à quelque chose d'humain, finalement. Là, elle réalise vraiment qu'elle est en train de se faire violer. Elle le hurle d'ailleurs. Elle dit, mais ce n'est pas un rêve, c'est vraiment en train de se passer. Et là, au moment où elle le hurle, en fait, elle réalise que ce n'est pas un rêve. En tout cas, elle croit réaliser que ce n'est pas un rêve. Elle oubliera tout ça le lendemain, bien sûr. On lui met une cagoule sur la tête. Une cagoule, bien sûr, qui pue le tannis fruit. Pour lui, voilà, on l'enfonce dans le noir encore plus. Et la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que le démon s'est vraiment manifesté? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de la violer quand même. Et c'est sous-entendu que c'est le diable. Alors est-il descendu en personne? Et ça veut dire que Guy a vu le diable et n'a pas tourné les talons. Et il faudrait être fou en fait. C'est l'explication que j'avais donnée tout à l'heure sur la fuite de Gardenia. C'est peut-être qu'elle a assisté du coup à l'accouplement de Terry avec les diables. Et là, quand elle a vu les diables, elle s'est dit, en fait, est-ce que je suis dans la bonne team là? Et si on reste sur cette analyse, en fait, qui absorbe complètement la thèse surnaturelle, en fait, démons et compagnie, parce que le film, on le sait, donc se veut plus discret, plus réticent, on pourrait se dire que ça aurait pu être génial, en réalité, que ce soit Guy qui fasse l'amour à sa femme, que ce soit lui qui la viole, en réalité. Et que le rituel consiste, par exemple, j'en sais rien, moi, à enduire son pénis de substance, ou à lui faire boire un truc, ou tremper son scrotum, son sac à semences, quoi, ses couilles dans un liquide uni un long moment, puis engrosser sa femme de cette manière-là, comme une façon d'offrir son enfant dans cet accouplement maudit et malsain, et qui devrait d'ailleurs se faire dans une position inconnue du Kama Sutra, et que toute la substance du coup qui lui aurait brûlé le scrotum, qui aurait teinté son sperme, finalement que c'est ça avec un Guy en fait, un Guy Woodhouse complètement féral, sauvage, et que ce soit ça le rituel. Ça me plaît beaucoup plus. Pas la peine de ramener le diable en fait dans un déguisement en plastique. Ça aurait pu être Guy possédé. Et c'est une façon comme ça de créer un enfant, certes, déjà pas né de l'amour sans doute, mais de prétendre presque dans une lubie de la secte que c'est comme ça qu'on crée le fils du démon. Mais non, apparemment c'est le diable qui descend. Dans le roman, clairement, c'est le diable qui descend. Et Guy qui voit le diable et qui reste là en disant « Ouais, j'ai fait le bon contrat. » C'est génial. Une réaction humaine de sa part aurait été appréciée. Alors pendant que donc ils étouffent Rosemary, il y a le pape qui apparaît. Donc c'est le pape, c'est Paul VI, je crois, dans le roman. Et donc il était en visite à New York, comme je disais, et Rosemary n'a pas été le voir, donc elle regrette un peu déjà. Et sa sœur l'avait appelé en fait, en lui disant « T'as été voir le pape ?» Enfin, où elle va l'appeler. Et Rosemary va avouer que non. Pas parce qu'elle y croit ou qu'elle n'y croit pas, mais tout simplement parce que Guy le fait pas, donc elle le fera pas, quoi. Si Guy lui disait le lendemain « Je vais aller voir le pape », elle serait allée. Donc là, le pape l'approche et sa culpabilité, parce qu'elle, sous ses traits de détachement et de légèreté, en fait, non, mais moi je crois pas, je ne sais plus si je crois vraiment ou pas. Dans le fond, elle reste encore convaincue, elle reste croyante, en fait. Elle a encore cette foi. Et elle s'en veut de ne pas avoir été voir le pape. Et donc elle lui demande, mon père, est-ce que je suis pardonné? Et elle est gênée en même temps, parce qu'elle ne veut pas que le pape voie qu'elle a un orgasme à ce moment-là, pendant qu'elle se fait violer par le diable. Donc elle continue à être violée d'ailleurs pendant ces discussions. Et pendant que donc on la voit dans le film, elle est secouée en fait pendant qu'elle essaie de tenir la discussion avec le pape, pendant que de l'autre côté il y a le diable qui la pilonne apparemment. Le pape lui fait mais non mon enfant, j'ai appris que vous étiez malade, je suis juste venu vous donner l'absolution. Oui, elle lui dit oui j'ai été mordu par une souris. Donc, toujours la souris de Minnie bien sûr. Et elle va embrasser donc le pape va lui donner sa bénédiction donc c'est l'absolution et elle va embrasser un bijou donc un bijou qu'il a à la main qui est un peu similaire au collier en fait, au collier qu'on lui a offert avec le tennis fruit. Et à l'intérieur on reconnaît il y a Terry qui est retenu dans le collier.
Et effectivement, moi je me dis que c'est sans doute le sac dans lequel on est, donc ce qu'on lui a mis sur le visage quand ils ont commencé à réaliser qu'elle ne dormait pas, qui devait sentir le Tanis root, donc qui la ramène à cet aspect du Tanis root, le seul qu'elle connaît, c'est-à-dire que cette odeur est originaire avant tout de ce collier qu'on lui a offert, de cette petite boule qui contient cette substance maudite. La scène ne s'éternise pas longtemps, de toute façon c'est très gênant à regarder, c'est assez malsain. On réalise effectivement que ça fait sens, enfin, ça fait sens que l'antéchrist, ce n'est pas encore l'antéchrist, hein, je fais gaffe à ça, on verra plus tard pourquoi, je ne dirais pas l'antéchrist, pour le moment c'est le fils du diable, et il fait sens que sa conception passe par le viol, ça ne surprend pas, bon. Alors, c'est vraiment après cet incident qu'on peut imaginer le sort de la pauvre Terry, maintenant qu'on voit en fait la secte à l'œuvre. On se dit que si elle s'est suicidée, c'est absolument justifié par le parcours qu'elle a eu, cette pauvre fille, en fait. Et la perte en l'humain qu'elle a pu expérimenter, qu'elle a pu ressentir. Elle a quand même cru au départ être enfin... Donc, autant elle se méfiait au début, mais ensuite, elle ne jurait que par les Castavet. Donc voilà, elle est enfin tombée sur des bonnes gens qui l'ont sortie de la rue et qui l'ont remise sur pied. Et sans sembler ne rien demander en retour, juste par gentillesse, par bonté. Et tout d'un coup, ils ont dû faire la cérémonie, en fait. Et donc, ils ont dû la faire violer par le diable. En tout cas, c'est une possibilité. Donc, on s'imagine qu'elle a dû se réveiller, voir les traces du viol sur elle, demander des comptes à Roman, peut-être. Et là, on arrivait au suicide. Enfin, c'est une possibilité, parce que dans le 2, on apprend, le diable le dit dans le 2, dans Rosemary Baby 2, le diable nous dit qu'il n'est jamais descendu, qu'il n'a jamais répondu à la moindre secte, mais seulement qu'il est descendu pour Rosemary. Pour Rosemary, il était prêt à descendre. Donc cela le contredit un peu, mais on pourrait se demander en même temps que si le diable ne l'a pas violé, et si Roman lui a juste présenté les projets de la secte, à ce moment-là, sans le viol, pourquoi se suicider? Pourquoi ne pas juste fuir? Donc c'est vrai que le suicide ne semble justifié qu'à partir du moment où elle porte en elle l'enfant du diable, où le viol a eu lieu. C'est la seule raison qui semble plausible. Et on se rappelle effectivement que Rosemary avait entendu la cérémonie et les chants, en fait, juste avant le suicide. Et donc est-ce que ce n'était pas à ce moment-là même que le viol avait lieu? C'est là la question qu'on peut se poser. On peut prendre 2 minutes pour essayer de comprendre ce qui a pu arriver à Terry, en partant juste de ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est que clairement, Roman en a parlé à Terry, donc du plan de l'imprégner par la progéniture de Satan. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en amont, elle avait reçu le collier de Tanis. Donc jusque là, tout fait sens. Donc il est probable que Roman lui ait directement dit qu'il voulait qu'elle se prête volontaire, en fait, comme épouse de Satan, et qu'elle s'est suicidée pour leur échapper. C'est ce que suggère en tout cas la réprimande de Minnie, quand elle s'en prend à Roman en disant « on avait assez de temps pour le lui dire plus tard, je te l'avais dit ». Et l'autre théorie qu'on pourrait avancer, c'est qu'il est aussi possible que Terry se soit suicidée après avoir découvert qu'elle était enceinte. Donc là, normalement, elle en a parlé à ses hôtes en disant « je ne comprends pas, je n'ai plus mes règles, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, peut-être que c'est à ce moment-là que Roman lui en a parlé, il lui a dit « écoute, on t'a fait accoupler avec le diable, et c'est le résultat ». Et là, du coup, que ce soit justement cette horreur-là qui l'ait poussé à se suicider. Donc du coup, de deux choses l'une. Soit Terry était enceinte du diable, donc après le rituel du viol satanique. Donc en comprenant qu'elle était enceinte ou en remarquant les traces du viol, elle a confronté Roman qui a tout avoué en essayant de la manipuler, en jouant sur le fait qu'elle n'avait personne vers qui se tourner, qui saurait s'occuper d'elle, par exemple. Auquel cas, elle a apparemment opté pour un avortement radical après avoir compris son sort. Et il est vrai que Terry n'avait nulle part où aller, ne pouvait se tourner vers personne en réalité. Quoique, on peut aussi se dire quand même qu'elle venait de rencontrer Rosemary, donc elle aurait quand même pu essayer de l'approcher. Mais peut-être que Roman lui a convaincu qu'on la prendrait pour une folle, et que ce serait la parole d'une ex-toxico contre un couple avec des amis puissants. Donc un couple en plus respecté. Et donc du coup, en se sentant toute seule face à une telle abomination, Terry s'est suicidée en sautant du 7e étage du Bram. Et en rédigeant une lettre d'adieu à ce couple maléfique à qui elle doit tout malheureusement en fait, elle semble presque regretter d'en arriver là, et de ne pas pouvoir finalement les remercier comme il se devrait. Donc là, elle saute en disant « je suis désolé, vous m'avez tout offert, mais ça je ne peux pas. J'aurais tout fait pour vous, mais ça je ne peux pas. » Et du coup, c'est vraiment le monde à l'envers en fait. Que ce soit elle qui culpabilise du coup. Parce qu'effectivement, il y a la lettre dans cette histoire. Donc le moment du suicide, finalement, Terry a laissé un mot, un courrier donc, où d'après la police, en tout cas, elle montre tout son amour pour ce couple des Castavet. Alors il y a bien entendu une faille dans ce raisonnement. C'est pourquoi la laisser seule ? Si réellement Terry était enceinte du diable, et que donc Terry l'apprend au Castavet, que les Castavet lui disent « écoute, c'était le plan, on t'a endormi, le diable t'a violé, maintenant t'es enceinte, mais t'inquiète pas, on va s'occuper de tout. » Ça veut dire que les Castavet savaient qu'elle était enceinte. Donc à ce moment-là, pourquoi la laisser seule ? Il y a 1000 solutions en fait pour s'assurer la venue au monde de ce petit diablotin. Ils auraient pu la droguer, la neutraliser pendant les 9 mois de grossesse à l'insu de tous en fait. Personne n'aurait demandé quoi que ce soit. Quand on y pense, Terry, c'est littéralement la personne la plus importante au monde pour eux à partir du moment où elle s'est faite violer. Et pourtant, le jour de son suicide, Minnie et Roman sont tranquillement sortis faire une balade en la laissant seule sans surveillance. Et ça ne leur ressemble pas vraiment de veiller si peu à leur intérêt. Donc voilà, c'est la faille de ce raisonnement-là. Si Terry avait été violée par le diable et qu'elle était enceinte, ce qui aurait pu causer du coup son suicide, c'est normal, elle porte l'enfant du diable en elle, donc qu'elle ne puisse pas assumer cela,
et donc elle fasse un mot d'adieu en regrettant de ne pas pouvoir assumer ce rôle jusqu'au bout pour les Castavet, et puis qu'elle se suicide pour échapper à cela, à ce sort, bah, il est curieux que les Castavet les laissaient seuls. Donc ça, c'est une des théories. L'autre possibilité serait que Theru ait reçu la proposition de Roman qui lui explique ce qu'ils étaient, donc une secte de sorciers satanistes, et Roman aurait suivi à ce moment-là le conseil de Laura Louise. Et effectivement, on peut comprendre le pourquoi. C'est vrai que leur plan marche mieux si la victime est consentante. C'est beaucoup moins galère quand même. Mais du coup, Terry décline la proposition et leur annonce son départ. Elle leur dit que je me casse, attention. C'est une chose qu'il ne pouvait laisser faire car elle en savait trop. Et il n'avait donc pas d'autre choix que de se débarrasser d'elle. Et donc de la tuer. D'autant plus qu'elle n'était pas enceinte à ce moment-là. Donc on se fout d'elle. C'est avant tout un objet qui ne veut pas servir, qui ne veut pas remplir la chose pour laquelle on l'a créé, cet objet, si on veut. Vu qu'ils ont rafistolé Terry de toutes pièces. Cette théorie voudrait donc que Terry ait été obligé de sauter par les sorcières. Et on se souvient du rêve de Rosemary, la nuit du suicide, dans lequel la voix de Minnie a été entendue à travers les murs, donc elle l'entend, et qui dit à Roman, si tu nous avais écoutés, nous n'aurions pas eu à le faire. Je t'ai dit de ne pas lui dire en avance, et je t'ai dit qu'elle ne serait pas ouverte d'esprit. Et maintenant, on a cassé les fenêtres. Donc on a l'impression presque que la secte lui a jeté un sort pour la pousser au suicide. Ce qui serait cohérent, vu que si le viol n'a pas eu lieu, donc si Terry n'est pas encore enceinte, la secte n'a aucune raison de ne pas la pousser à se tuer, en fait. Qu'elle emporte ses secrets dans la tombe, finalement. Et donc après avoir jeté le sort, en sachant très bien qu'elle allait se suicider, les Castavet auraient quitté l'appartement pour aller faire une sortie au cinéma, peu importe, histoire de se constituer un alibi. Cette théorie tient peut-être mieux que l'autre, mais il y a aussi là un problème, c'est que la faille dans ce raisonnement, c'est que jusque-là, la secte semble abattre des sorts, on va dire, plutôt obscurs sur ses victimes. Et je parle d'obscurs au sens propre. Si on regarde Baumgart qui devient aveugle, Hatch et Gardenia, donc Lily Gardenia du début qui tombe dans le coma, il y a comme un pouvoir, en fait, pour la secte de tirer un rideau sombre, je dirais, sur le destin des victimes. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est connoté obscur, si on veut. De rendre aveugle, faire plonger dans le coma, donc une perte comme ça de la vue, une perte des sens, voilà. Il y a quelque chose dans cette optique-là. Mais à aucun moment, en réalité, il ne s'agit de sort de manipulation ou de possession au sens anthropologique du terme, en fait. En gros, un sort qui dicte à la victime des actions. Donc, par exemple, Terry qui rédige la lettre et qui se suicide, en fait, sous la dictée, finalement, du sort. Ce pouvoir-là, à aucun moment, la secte ne le démontre à nouveau. Et même si on exclut la lettre, parce qu'on peut se dire que la lettre a été rédigée en amont par la secte, en fait, pour constituer justement cet alibi et cette histoire, et soutenir cette idée du suicide de Terry, et que finalement le sort se limitait juste à la pousser à sauter par la fenêtre, si elle a ce pouvoir-là, ce pouvoir de dicter donc à la victime un comportement, on peut se demander pourquoi ne pas simplement forcer la victime à ce moment-là à accepter le diable et à la maintenir comme ça dans un état de zombie jusqu'au terme de la grossesse, en fait. S'ils ont ce pouvoir de manipulation. Pourquoi la pousser à se suicider? Autant la pousser à rejoindre la secte malgré elle. En fait, arrivé à ce niveau-là, on commence à comprendre de mieux en mieux en fait le pouvoir de la secte. En tout cas, le pouvoir auquel ils ont accès via donc leur sabbat avec Satan. On comprend en fait que c'est un pouvoir magique qui s'apparente à quelque chose d'assez familier en fait, à ce qui s'appelle la magie sympathique. En fait, sympathique, c'est dans le sens à quelque chose qui ressemble à ou quelque chose qui correspond ou qui imite, en gros. Et c'est une magie à laquelle on est très habitué en fait dans le cinéma d'horreur. Alors par exemple, si on parle de l'imitation, ça consiste donc par exemple à utiliser des effigies en fait, des statuettes ou des fétiches qui vont en gros représenter la personne cible. Et ce qu'on va faire autour de ces statuettes ou de ces effigies, ou en tout cas dans leurs environnements, ça va atteindre ces personnes elles-mêmes en fait. Donc par exemple, les poupées voodoo, c'est le plus connu. Par exemple, si je crée une poupée voodoo et que je prends un cheveu appartenant à la cible et que je colle sur la poupée, en fait, je crée comme ça une sorte de lien entre les deux. Et je vais pouvoir, en fait, tout ce que je vais pouvoir faire à la poupée en question va atteindre ma cible. Donc quand on avait vu par exemple le projet Blair Witch, c'est un peu ce qui était arrivé à Josh. Au début, la sorcière les fait un peu chier, là, elle les harcèle un peu au départ. Puis à un moment donné, elle s'en prend physiquement. Elle arrive à leur faire peur à un moment donné sous la tente, et c'est là qu'ils fuient la tente. Donc la sorcière s'en prend aux affaires de Josh. Et c'est là, en fait, que cette nuit-là, Josh quitte la tente pour aller rejoindre la sorcière, se faire torturer finalement. Voilà, ça fait penser à cela. Ces sortes de poupées, ces effigies que la sorcière taille un peu dans les bois, un peu partout sur lesquels ils tombent, et plutôt que de les faire flipper, de les faire fuir, eux, ils s'enfoncent encore plus dans les bois. M'est avis que la sorcière a pu mettre la main sur les affaires de Josh et en fait créer une sorte de poupée correspondant à Josh. Alors, ce n'est pas clairement dit à ce point-là, attention, mais on peut le sous-entendre. En fait, c'est tellement sous-entendu que c'est la piste qui sera favorisée par le 2. Et on verra en fait que finalement, les effigies faites comme ça en branchage sont des sortes de poupées vaudou. Et en fait, en briser une revient à briser littéralement la personne qui est liée à cette poupée, grâce à un cheveu ou à un objet qui lui appartient. Donc voilà, là on est dans quelque chose de l'imitation en fait. Comme si on essayait de créer en imitant la ressemblance de l'autre. Alors il nous faut juste un objet lui appartenant. Ce type de magie en fait va peut-être puiser dans un sorte de socle commun des sortes de superstitions en fait. Par exemple des superstitions basées sur la correspondance. Donc un objet va avoir un pouvoir sur un autre objet basé sur sa correspondance. Par exemple, je sais pas, un tige, une sorte de bambou un peu raide, connu pour être raide, ou la corne de rhinocéros qui va aider pour les problèmes de direction par exemple. Donc cette histoire de correspondance-là, on peut se dire que tout cela va puiser dans le même socle finalement de stéréotypes ou plutôt de folklore et de croyances populaires.
Et à ce moment-là, ce n'est pas étonnant que dans le film, le diable, lui, est associé à cette moisissure qu'est le Tanis root, qu'on va appeler l'épice du diable. Donc en fait, on apprendra après que c'est une moisissure. Et ce n'est pas étonnant en ce sens que la moisissure présente de perversif et d'invasif, en fait, corrompant les surfaces saines. Donc il n'est pas étonnant qu'on se dise, bah, s'il y a une épice à lui, une épice entre guillemets bien sûr, à associer au diable, parce que ce soit cette moisissure-là, qui a une odeur très très forte et très invasive, justement, dans l'espace dans lequel il va être déployé ou appliqué. Donc voilà, ce sera ça, le pouvoir de la secte. Donc cette histoire de relation entre donc l'objet sur lequel le sort va être jeté et la personne ciblée à travers cet effet. Ça s'est grossièrement utilisé dans d'autres histoires, quand on y pense bien, que ce soit le Seigneur des Anneaux avec son anneau, justement, l'anneau qui relie, qui contient une partie de Sauron, que ce soit dans les Harry Potter avec les Horcruxes là, et Voldemort. Donc voilà, briser telle chose atteint finalement la personne qui est liée d'une certaine manière ici. Donc comme si sa vie était un peu dedans. On verra que le pouvoir de la secte, en tout cas, fait beaucoup plus penser à cela, en termes de pouvoir. C'est-à-dire une relation comme ça établie entre ce qui appartient à la victime et la victime elle-même. Donc, par exemple, ça peut être un cheveu, ça peut être un chapeau, ça peut être une écharpe, peu importe. Le fait de mettre la main là-dessus permet à la secte, justement, d'atteindre directement sa victime. Donc, même si les deux versions contiennent toute une incohérence, finalement, on peut se dire que la phrase de Mini le soir où un angle Roman nous fait plus pencher pour la théorie numéro 2, pour la théorie du suicide avant le viol. Je trouve que la plus plausible serait celle où Terry ne se serait pas fait violer en fait par le diable, où en fait Roman lui aurait proposé de rejoindre la secte, elle aurait refusé, et peut-être que dans son désarroi et dans son isolement, elle se serait suicidée. Donc une Terry à qui on aurait donc proposé de se porter volontaire pour être la mère du fils du diable et qui aurait juste sauté, donc sans essayer d'aller chercher de l'aide ou autre. Je ne crois pas vraiment que la secte ait pu lui jeter un sort la poussant à se suicider. Alors peut-être qu'ils l'ont juste fichu dans le coma et la secte l'a balancé. En fait, si on recoupe les deux versions, éventuellement une version possible, c'est celle-ci. Terry n'a pas été violée par le diable. Si Terry avait été violée par le diable, Terry serait enceinte du diable et donc en fait la secte ne pourrait pas se débarrasser d'elle. Elle est trop précieuse à leurs yeux. Donc ils ont proposé à Terry ce deal et Terry a refusé. Elle leur a menacé donc de partir. Donc la secte s'est dit à ce moment-là, bah merde, on ne peut pas faire autrement, il faut se débarrasser de cette folle. Donc comme j'ai dit, la secte a le pouvoir de plonger dans le coma ou de faire endormir ou de rendre les gens aveugles, etc. Voilà, donc un pouvoir comme ça obscur. Donc je veux bien qu'ils aient plongé Terry dans une sorte de coma. Et du coup, là, il fallait se débarrasser de son corps. On ne pouvait pas justifier non plus que ce soit le deuxième coma qui arrive dans l'immeuble en très peu de temps. Donc peut-être pour ne pas éveiller des suspicions. Que Roman et Minnie, donc ils aient rédigé la lettre, que Roman et Minnie se soient éloignés et que d'autres membres de la secte aient balancé le corps de Terry par la fenêtre. C'est une possibilité. Voilà. Ça recoupe les deux théories et c'est la seule plausible à mes yeux. Mais c'est vraiment violent, du coup, d'imaginer les petits vieux de l'immeuble balancer le corps d'une jeune gamine par la fenêtre du 7e étage, quand même. Et la bonne nouvelle là-dedans, finalement, si on peut parler de bonne nouvelle, c'est qu'au moins Terry n'aurait pas subi le viol ritualistique. Pauvre Terry.